Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Au sommaire de cette édition, une femme condamnée à 20 ans de servitude pénale principale pour avoir jeté son enfant d'1 année et 3 mois dans la rivière Djili. Le ministère public, pas content de la peine, prévoit d'aller en appel pour solliciter une peine de mort car selon l'organe de la loi, cet enfant avait droit à la vie. Le journal d'information judiciaire vous informe bien sûr, mais fait aussi le suivi de certains dossiers jusqu'à leur dénouement. L'affaire de l'avocat traîné en justice par son client pour abus de confiance est passée cette semaine au tribunal de grande instance de la Gombe. Le tribunal a renvoyé l'affaire car l'avocat Abed Kayembe Bankenge n'a pas une adresse précise. Le greffier est chargé de retrouver la bonne adresse pour poursuivre la procédure. Une autre affaire qui avance, c'est celle des demi-frères qui se disputent une parcelle. Il s'agit de la famille Ejiba. Le tribunal s'est enfin déclaré saisi. L'affaire est renvoyée à la Huitaine pour plaidoirie. La police nationale congolaise s'en va en guerre contre le blanchiment des capitaux. Une soixantaine d'OPJ sont en formation pour leur permettre de s'attaquer contre cette pratique. Notre invité, le premier avocat général de la République, Joseph Katwala, secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, parle de cette formation axée sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une initiative appuyée par RCN, Justice et Démocratie. Je vous le disais dans les titres, le tribunal de grande instance de Matete, siégeant en matière répressive, a condamné Souza Malinga à 20 ans de servitude pénale principale. Souza Malinga a été reconnu coupable de meurtre sur son propre fils, un nourrisson de 15 mois. Le verdict dans cette affaire a été rendu mardi dernier. Les avocats de la prévenue et le ministère public sont partagés sur la peine. Les deux vont aller en appel, les avocats demandant au tribunal de tenir compte des circonstances atténuantes, pendant que le ministère public demande carrément la peine de mort. Récit de Thérèse Massengo et Gianni Mouemé. C'est un garçon d'1 année et 3 mois que Souza Malinga a décidé d'opter la vie. Elle avait choisi la rivière Djili pour se séparer de son enfant. La scène se déroule le dimanche 5 mai 2013 vers 23 h. Arrêté un jour après, Souza Malinga a été jugé en procédure de flagrance. Après les plaidoiries des avocats et un débat contradictoire entre la prévenue et le ministère public, le verdict est tombé. Le tribunal, statuant publiquement en procédure de flagrance et contradictoirement à l'égard de la prévenue Souza Malinga, vu le code de l'organisation de la compétence judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, vu le code pénal livre second, spécialement ses articles 43 et 44, entendu le ministère public en ses réquisitions, dit établir en fait et en droit l'infraction de meurtre, telle que mise à charge de la prévenue susnommée. L'en déclare coupable. La condamne en conséquence de ce chef à la peine de 20 ans de servitude pénale principale, après admission de larges circonstances atténuantes énumérées dans la motivation, ordonne son arrestation immédiate, condamne la prévenue aux frais de la présente instance, payable dans le délai légal, de 14 jours. À défaut, elle subira 21 jours de contrainte par corps. Non satisfait du jugement, le ministère public promet d'actionner la machine judiciaire afin d'obtenir la peine capitale contre la prévenue. Que le tribunal vient de sanctionner, nous ne sommes pas satisfaits de la sentence du tribunal. Nous pensons que la loi congolaise ayant prévu encore la peine de mort, cette peine mérite d'être appliquée. Et nous irons en appel pour exercer, protéger cette vie de cet enfant qui a péri. Verdict qui ne satisfait pas non plus la défense qui affirme que le tribunal n'a pas tenu compte de circonstances atténuantes évoquées dans la plaidoirie. Je ne suis pas satisfait, madame, parce que le tribunal n'a pas tenu compte des circonstances, atténuantes évoquées par nous dans la plaidoirie. Le tribunal a condamné à 20 ans, c'est une délinquante primaire, elle est encore jeune, elle a aussi droit à la vie. Dossier à suivre.
L'affaire Alphonse Massamba contre Maître Abed Kayembe Bankenge, c'est un dossier que vous suivez déjà dans ce journal. Alphonse Massamba, fauché par un véhicule d'une société brassicole, a été indemnisé par la SONAS, mais l'accidenté n'a jamais touché la totalité de son argent, pourtant perçu par son avocat Maître Kayembe Abed Bankenge, condamné au premier degré pour abus de confiance. L'avocat est allé en appel au tribunal de grande instance de la Gombe. Récit de Freddy Monsoir, Thérèse Massengo et Gianni Mouemé. Un avocat doit avoir une moralité d'honneur. Il donne de fausses adresses devant les parquets où il a été arrêté. Ce n'est pas pour rien qu'il a été aux arrêts, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Il ne veut que donner de fausses adresses. On a envoyé le premier huissier à cette adresse. On ne l'a jamais trouvé. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le cas d'espèce? Néanmoins, moi j'estime, Monsieur le Président, dans toutes ces adresses, on ne l'a jamais trouvé. Que ce soit au premier degré. Au premier degré, on était obligé de l'atteindre par son étude. Et il a envoyé une avocate. On lui a demandé de se présenter. Je ne vais même pas rentrer au fond parce qu'elles-mêmes savent le mal jugé, ils auront le temps de prier. On lui a demandé de venir comparer la personne en affaire. Où sont-nous? Parce que quelque part aussi, les confrères savent, nous avons notre juge naturel auquel mon client s'est réservé le droit de saisir, qui nous dit sur le préjudice. Quelle est la partie appellante du préjudice qu'il a subi? Parce que c'est la partie appellante. Ce sont des manœuvres dilatoires, Monsieur le Président. La partie est probablement représentée par ces conseils, nous sommes au degré d'appel, qui vous disent le mal jugé, qu'on passe au fond, qui vous disent le mal jugé. C'est pour permettre aussi d'éviter certains comportements indignes et considérer un tribunal comme un dépôt. Dans ce procès en appel, les deux parties sont butées aux questions procédurales. Chaque partie avance ses arguments pour expliquer les raisons du report de l'audience. Pour aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes venus toujours dans le souci de nuire à notre confrère. On est en train de faire des actions cavalières où vous avez une affaire qui passe en introduction, mais vous trouvez sur l'extrait du rôle, l'affaire est en continuation. On vient, on signifie, la loi prévoit qu'il faut signifier une citation, un exploit, soit à domicile, soit à la personne, au prévenu, mais on signifie au cabinet et le cabinet lui-même n'est même pas renseigné sur l'exploit. Nous avions exigé que le confrère qui représente Maître Kayembe, la partie prévenue ou la partie appelante, de nous donner l'adresse précise. Ils sont revenus sur la même adresse où on ne l'a jamais trouvée. Et cette fois-ci, nous nous disons, l'huissier qui ira expérimenter l'exploit doit faire sa note de l'huissier pour acter toutes les déclarations faites à cette adresse. À cette adresse, on ne les reconnaît même pas. Sur le côté jardin, côté cour à présent, l'avocat Alphonse Massamba charge Maître Abed Kayembe Bankenge et regrette que toutes les tentatives pour trouver une solution à l'amiable aient échoué. C'est après avoir tenté, bien entendu, négociation avec les confrères, qui n'a pas pu fléchir, que nous étions censés saisir le parquet général de Gombe. Dans le camp de l'avocat mis en cause, on ne manque pas non plus des mots pour se défendre. Le problème, comme vous le savez, c'est toujours ce problème sans tête ni queue que vous connaissez, mais je voudrais tout simplement souligner que le contradicteur de notre client, Maître Abed Kayembe, est passé sur votre chaîne en faisant des déclarations fausses, des déclarations mensongères. Et nous réservons le droit de la traire en justice quant à ceux. En attendant que le greffier du tribunal de grande instance de la Gombe trouve la bonne adresse de Maître Abed Kayembe Bankenge pour lui signifier l'exploit, c'est donc un dossier à suivre. Le tribunal de commerce de la Gombe a examiné l'affaire de créance de 11 000 $ américains que réclame la société de courtage BUO SPRL à Cedicom, une somme d'argent qui représente la prime d'assurance payée par BUO pour le compte de son client Cedicom. Les avocats de Cedicom qualifient la créance d'une simple imagination car, souligne-t-il, il n'existe aucun contrat entre les deux sociétés. Thérèse Massengo et Georges Gano pour le reportage. Juin 2011, la SONAS retire l'agrément à la société de courtage BAI pour escroquerie.
Son gérant Henry Brown crée alors sa propre société dénommée BUO et décide de recouvrer de l'argent auprès des clients de l'ancienne société BAI. Il s'agit principalement de Cedicom à qui BUO réclame le paiement des dommages et intérêts évalués à 25 000 $ américains. Est-ce que vous prenez cette opposition telle qu'elle est introduite? Au vu de toutes ces pièces, vous constaterez vous-même que Cedicom est redevable à notre client de la somme qui est reprise. Mais vous avez la preuve. Là c'est une façon même drôle de considérer les gens, de considérer qu'il n'y avait aucune pièce et le président, en prenant son ordonnance, c'est comme qui dirait c'était une ordonnance taillée sur mesure. Du côté de Cedicom, on rejette en bloc les arguments de BUO. Son avocat exige des preuves et parle d'une créance imaginaire. Il y a une société qui a réclamé ou qui réclame à mon client le paiement d'une somme de 11 000 représentant une prime qu'elle aurait payée pour le compte de mon client auprès d'une entreprise, semble-t-il, de l'Afrique du Sud. La loi de l'OADA nous donne la possibilité de pouvoir faire opposition. C'est en opposition que nous sommes venus pour demander à ce que l'on ne puisse pas mettre sur notre dos ou nous mettre sur le dos de mon client une somme qu'elle ne connaît pas. Après avoir écouté les deux parties, l'organe de la loi a donné son avis sur le banc. Il est simplement dit à la requête de l'établissement Cedicom Congo immatriculé, sans pour autant indiquer qui représente ces établissements et en outre aucun acte qui a été produit dans les dossiers par rapport à la constitution de ces établissements. Ce qui entraîne pour l'assigner l'impossibilité de savoir qui l'intente en justice. Il aurait été souhaitable qu'il y ait cette procédure au stade actuel. On est en passe de connaître qui assigne en opposition de la présente. Que le tribunal dira la présente cause irrécevable pour tout ce que nous venons de soutenir tant assez. L'affaire a été prise en délibéré et le tribunal rendra son verdict dans le délai légal. Des enfants d'un même père nés de 2 lits se disputent une parcelle située dans la commune de Ngaliema. Ejiba Mukile conteste aux autres héritiers le droit sur cette parcelle. Sa demi-sœur Justine Mwaloukié ne l'entend pas de cette oreille. Elle tient à préserver les intérêts de tous les héritiers, 11 au total, y compris Ejiba Mukile. Plus de détails dans ce reportage. Ejiba Mukile, né du second lit, s'est dit propriétaire de la parcelle sur base d'un testament lui légué par son défunt père Adolphe Mukile. Un document attaqué par Justine Mwaloukié, né du premier lit. Elle obtient un jugement condamnant Ejiba Mukile pour faux et usage de faux au tribunal de paix de Ngaliema. Non satisfait, la partie Ejiba interjette appel contre ce jugement qui, selon son avocat, a été mal rendu. Notre client a fait appel contre un jugement rendu par le juge du tribunal de paix, le jugement le condamnant pour les infractions de faux et usage de faux. Un tel monsieur de bonne foi qui n'a fait qu'hériter ce que son papa lui a laissé, donc comprenez que ça ne sera pas bien. Et nous attendons du juge du tribunal de grande instance l'application du bon droit. La partie adverse persiste et signe. Le testament brandi par Ejiba Mukile est un faux, souligne son avocat qui demande au tribunal de confirmer le jugement rendu au premier décret. Tout repose autour des documents qu'on peut qualifier globalement de testaments, dont se sert un des enfants du second lit, donc de la deuxième femme. Il prétend que leur papa fait Adolphe Mukile aurait établi en sa faveur. Et devant le deuxième juge, nous avons démontré
le caractère persistant de ces faux, notamment sur la contradiction qu'il y a au niveau des signatures. L'affaire a été renvoyée à la huitaine. Une marâtre qui se dispute une parcelle avec sa belle-fille, cela se passe dans la commune d'Ongaba. L'affaire est portée au tribunal de grande instance de Matete. Le ministère public a demandé le déguerpissement de la veuve marâtre et le paiement des dommages et intérêts. De Ramazol et Gianni Mweme pour le reportage. L'affaire oppose Nyungu Boela, fille du défunt Nyungu Pierre, décédé en 1990 à sa marâtre Borazia Mati et consort. Les deux parties se disputent une parcelle située sur l'avenue Inga numéro 11, quartier Mateba, dans la commune de Gaba. La demanderesse saisit le tribunal pour solliciter le déguerpissement de sa marâtre ainsi que de ses demi-frères et sœurs qui occupent la parcelle selon elle sans titre ni droit. Elle oppose pour cela à la partie d'offendresse un livret de logeur ainsi qu'une fiche parcellaire obtenue en 1974. À ce jour, nous avons plaidé cette affaire. C'était pour démontrer suffisamment au tribunal que le litige qui oppose ma cliente avec ses autres frères ne repose pas sur une quelconque succession. Parce que la parcelle querellée ne fait pas partie du patrimoine de leur défunt père. Pourquoi nous avons dit que, ou bien nous disons que cette parcelle ne fait pas partie du patrimoine de leur défunt père? Parce qu'on a démontré au tribunal que les titres parcellaires qui se trouvent être les livrets de logeurs et la fiche parcellaire établie en 1974 sont au nom de ma cliente. Et de ce fait, on ne peut pas venir alléguer que c'est un bien successoral. La partie d'offendresse sollicite du tribunal le rejet de cette action car la veuve et ses enfants sont bénéficiaires de droits. Aussi affirme-t-elle, le certificat d'enregistrement brandi est surchargé et raturé. Madame Nyungu qui présente le document, le fiche parcellaire, tout en brandissant devant le tribunal que la parcelle lui appartenait. Alors il assigne un déguerpissement la femme du défunt père ainsi que ses frères et sœurs. C'est ainsi que nous sommes ici en train de demander l'auguste tribunal juste de surseoir, de ne pas ordonner ces déguerpissements. Au regard des éléments en sa possession, le ministère public a donné son avis sur le bon, demandant ainsi au tribunal d'ordonner le déguerpissement de la veuve Bora Zamiati. Vous direz alors qu'il n'y a pas de droit dans les moyens tels que soulevés par la partie de Fondresse. Aucun droit. Et un dommage et intérêt. Parce que pour parler de dommages et intérêts, il faut parler de fautes. Il faut parler d'une responsabilité qui découle de cette faute. Il faut parler des préjudices. Elle n'a été préjudiciée en rien. C'est une partie qui devrait se taire et laisser les choses évoluer comme cela. Mais s'agissant de la requête de la partie de l'adresse, vous lui accorderez tous les fondements. En recevant cette requête, vous lui donnerez les fondements, vous ordonnerez le déguerpissement de toutes les deux défendresses. Et vous ordonnerez à ce qu'ils soient calculés combien ils ont perçu pendant tout ce temps-là et ils vont lui rendre compte. Une affaire à suivre car le tribunal a pris la cause en délibéré. À la cour d'appel de la Gambé, les juges étaient saisis pour se prononcer sur le non-remboursement de l'argent perçu lors de la vente d'une parcelle située dans la commune de Bandalungwa. Mankotongeli et Mupongo et Mika sont obligés à travers leurs avocats de se défendre avec des arguments solides afin que la vérité éclate. Freddy Monsois et Georges Gano. L'immeuble étant un bien commun, le juge a annulé la vente advenue. Le juge qui a annulé a omis de parler du sort, de prix payé. C'est ainsi que Madame Mikamizele est morte, Monsieur Ngomo le vendeur est mort, les héritiers s'attaquent maintenant à la femme du vendeur qui avait gagné en tierce opposition au motif que le bien est un bien commun. L'affaire remonte vers les années 80 où M. Ngombo Matimba, décédé, conscient du régime des communautés des biens, souscrit librement avec sa femme, Mupongo Emika, devant l'officier de l'état civil, a procédé sans le consentement de son épouse à la vente de leur parcelle située sur l'avenue Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa. Comme c'était un immeuble en copropriété, l'homme ne peut pas vendre l'immeuble sans le consentement de la femme. Et surtout qu'il
ils étaient régis par le régime de la communauté des biens universels. C'est ainsi que notre cliente aujourd'hui attaqua cette vente au niveau en tierce opposition pour annuler, pour l'annulation bien sûr de cette vente. Le vendeur ayant décédé, il n'est plus en vie. Maintenant, aujourd'hui, il s'en prend à sa femme. Portée devant les instances judiciaires et contestée par Madame Mupongo Emika, épouse du défunt, cette vente sera annulée au premier degré. Curieusement, M. Mukoto Ngeli, acheteur de la dite parcelle, constate que le vendeur garde et la parcelle est le fruit de la vente. Nous avons plaidé sur l'exception du criminel tient le civil en état, qui est un principe général de droit que la partie appellante a soulevé, au motif qu'elle a saisi le juge pénal et que le juge civil devrait surseoir à statuer. Nous avons démontré que les pièces attaquées en faux ont été mises à la disposition de la partie qui les attaque aujourd'hui depuis le premier degré. Malheureusement, au premier degré, ils n'ont pas initié cette action pénale. Ils ont attendu perdre le procès pour revenir maintenant avec une exception qui d'ailleurs, je l'ai dit, n'est pas d'ordre public. Pendant ce temps, la partie Mupongo Emika initie une procédure en pénal pour faux et usage de faux contre Mukoto Ngeli pour détention d'un acte de vente annulé. Ce qui est considéré comme des manœuvres dilatoires pour la partie adverse, d'autant plus que ce problème n'était pas soulevé devant le premier juge. Malgré le moyen de défense développé à ce sujet, la partie Emika sollicite sur la séance par crainte d'une contrariété des décisions. Une situation compliquée, mais qui n'empêche pas le ministère public de donner un avis sur le bon. Nous sommes d'avis que l'acte est censé ne plus exister parce qu'il a déjà été annulé par un jugement. Par conséquent, les jugements pénals n'auront aucune incidence sur les jugements que nous aurons à prendre, l'année que nous aurons à prendre autour de ceci. Après les plaidoiries, il ne reste qu'au juge de rendre l'arrêt dans le délai de la loi. Les problèmes d'indépendance et d'abus ne se posent pas seulement dans le secteur de la justice. Les médias sont aussi concernés. La question a été soulevée au cours des échanges entre les professionnels des médias et le ministre provincial de la communication du Bas-Congo. C'était le 3 mai dernier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse. Nos reporters ont participé au débat organisé à Matadi par Journalistes en danger, des assises financées par l'Union européenne à travers RCN, Justice et démocratie. Reportage de Ramazol et Frédéric Amouena. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tout le média, c'est les thèmes retenus cette année pour la célébration de la Journée internationale de la presse. Dans la province du Bas-Congo, l'événement a eu lieu à l'hôtel Vivi Palace dans la commune de Matadi. La cérémonie est organisée par l'ONG Journalistes en danger en partenariat avec RCN, Justice et démocratie. Les échanges entre les autorités et les journalistes ont tourné autour de l'entrave à la liberté de la presse, mais aussi du respect de la loi, de l'ordre public, de droits d'autrui, de bonnes mœurs et de la déontologie pour le journaliste. Pour Chivis Chivwadi, secrétaire général de GED, l'accès aux sources d'information pose problème aux journalistes. Par ailleurs, il devient impérieux que le débat sur la loi portant dépénalisation de délits de presse puisse refaire surface. Pour parler sans crainte signifie que le journaliste ne doit pas avoir peur. Pour qu'il n'ait pas peur, il a besoin d'un certain nombre de conditions qui lui assurent une sorte de sécurité et de protection. Il s'agit d'une protection physique bien sûr, mais aussi, surtout, une protection juridique. Et la protection juridique, c'est par les textes. Et les textes qui régissent aujourd'hui l'exercice du métier, c'est la loi de 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Or, il s'avère qu'il y a des dispositions de cette loi qui, au lieu de sécuriser le journaliste, mettent le journaliste en insécurité sur le plan juridique. C'est notamment la question ou la disposition qui concerne
la diffamation, l'infraction de diffamation ou d'imputation dommageable, où le journaliste n'a aucune protection devant le juge une fois qu'il est poursuivi pour ce genre d'infraction, parce que la loi ne fait pas obligation au magistrat ou au juge de vérifier la véracité ou la fausseté de l'information qui est diffusée par le journaliste. Les activistes de droits de l'homme, à leur tour, s'y sont exprimés en demandant aux journalistes de diffuser l'information sans crainte d'être menacés. Moi, je crois qu'un pays sans liberté de la presse ou une nation qui n'a pas la liberté de la presse n'est pas appelée à un développement intégral, parce que là où on doit puiser l'information. Si l'information est bloquée à un stade donné, il y aura plus de spéculation. Et lorsqu'il y a spéculation, ça amène les gens à comprendre très mal la vraie information. Nous devons signaler tout ce qu'il y a, vraiment des avancées significatives relatives à l'exécution du métier du journaliste dans notre province du Bas-Congo. Certes, il revient peut-être à eux-mêmes journalistes. S'il n'y a pas d'énonciation, il est difficile de dire que dans telle ou telle autre chaîne, il y a des problèmes. La presse locale de Matadi espère dans les jours à venir un accès facile aux sources d'information. C'est pas toujours facile quand vous frappez à une porte qu'une personne ouvre pour répondre à vos questions. Donc c'est vraiment difficile, on a des difficultés pour accéder aux sources. Moi personnellement, qu'est-ce que je fais quand la personne refuse de parler ou l'autorité refuse de parler? Je contourne toujours la personne ressource. Je veux aller à une autre personne, vers une autre personne ressource. Eh bien, dans tous nos médias, il était pratiquement difficile de voir deux tendances évoluer au même moment, c'est-à-dire l'opposition et le gouvernement. Mais aujourd'hui, écoutez, il y a toutes les tendances confondues et passent régulièrement sur nos médias. Les travaux financés par l'Union européenne à travers RCN Justice et Démocratie en partenariat avec GED ont connu un réel succès, car pour une fois, la presse locale et les autorités provinciales ont pu débattre sur les questions sensibles sans tabou. Le gouvernement déterminé à lutter contre le blanchiment des capitaux en République démocratique du Congo, une soixantaine d'officiers de police judiciaire suivent une formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Les enseignements sont dispensés par la cellule nationale de renseignement financier en collaboration avec la PNC. Les travaux sont financés par RCN Justice et Démocratie. Reportage. Pendant 4 jours, les 65 officiers et agents de la police nationale congolaise vont apprendre des notions spécifiques sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice dans l'Est dénommé Uhaki Safi. Et si, dans le cadre du programme Uhaki Safi, nous soutenons cette démarche, c'est parce que nous considérons que l'impunité et l'insécurité dont sont victimes nos concitoyens de l'Est du pays et par ricochet de l'ensemble de la République sont intimement liées à cette forme de criminalité tentaculaire. C'est pourquoi nous souhaitons que la PNC et la CNRF, à l'issue de cette formation, puissent identifier des OPJ qui, après des formations complémentaires, bien entendu, pourront eux-mêmes devenir formateurs. Pour le commissaire général de la PNC en charge des opérations, il est surtout question de renforcer les capacités opérationnelles des éléments de la police pour faire face à cette lutte. Un partenariat vient voir le jour entre la police nationale et la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle pour la formation par celle-ci des officiers des polices judiciaires qui participeront véritablement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous ne pouvons terminer notre propos sans exprimer notre gratitude envers la RCN dont l'appui logistique et financier a été indispensable à l'organisation de cet atelier. Aux participants, je demande l'assiduité et la discipline pendant toute la durée des formations en vue de vous permettre d'accroître vos capacités professionnelles pour mieux assumer vos missions spéciales dans le cadre de ce partenariat. Le vice-ministre de l'Intérieur qui salue le partenariat entre la police nationale congolaise, la CNRF et RCN Justice et Démocratie affirme que cet atelier arrive à point nommé. Avec l'évolution de la technologie, la criminologie a pris une allure tout à fait transfrontalière. Et je crois qu'il faut que
nos OPJ puissent avoir un complément de formation qui leur permet de pouvoir dépister le traitement des dossiers de ce genre. Nous attendons aussi la limitation de la criminalité, notamment les blanchiments d'argent et le financement du terrorisme. Après les discours, place à la formation proprement dite, une formation qui s'inscrit aussi dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise.